Et bonjour tout le monde. Est-ce que tout le monde est là? Du coup, salut Blaos, salut Anishka, salut Pali. Je vois que les habitués sont là. Et ben écoutez, j'espère que vous allez bien parce que ce soir ça va être très très chouette puisque c'est pas tous les soirs qu'on a un invité. En plus, je sais que je vous habitue à ça là parce que il y a 2 semaines, voilà, c'était Catherine Rido-Kikuchi. Maintenant, c'est Florian Besson. Voilà. Alors du coup, comment était la journée? J'avoue que j'ai passé ma journée à bosser sur mon exposé de demain sur les guerres hussites. En attendant que vous me répondiez, petit ASMR jus de pomme, hein. C'est une malheureuse énorme tristesse, je n'ai que la moitié de mon verre et la brique est vide. Mais rassurez-vous, j'ai un deuxième. Je l'ouvre tout de suite pour éviter de faire du bruit pendant le live. Voilà. Alors, du coup, ce soir, on a un invité de marque, figurez-vous. Donc c'est Florian Besson qui a fait sa thèse sur les États latins d'Orient. Il va nous en dire plus dans quelques instants. J'ai l'impression d'être un présentateur télé. Voilà. Et donc, et donc voilà. Donc la séance va se répartir un peu en plusieurs parties. Donc un peu comme la dernière fois, hein, en principe. D'abord, on va lui demander de se présenter. Ensuite, on va parler des États, des États latins d'Orient et puis de sa thèse. Et puis finalement, on va lui demander de parler de la revue Actuel Moyen Âge, puisque il en est un des fondateurs. Et donc, ce sera l'occasion de parler de comment on fait l'histoire actuellement, etc. Et puis finalement, si vous avez des questions, soit je les poserai pendant, si elles sont pertinentes, soit je les garderai pour la fin. D'ailleurs, il va me falloir un stylo. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que ça vous va. Alors, Anishka, hier, il y avait Top Chef et pendant l'after, l'une des épreuves avait pour thème la pomme. Ah, voilà. La preuve que c'est une bonne émission, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors, et bah, dans ce cas, on va voir si les réglages fonctionnent. Mais je vous propose, sans plus tarder, de rencontrer l'historien Florian Besson. Et voilà. Du coup, Bonsoir. bonsoir. Génial, ça fonctionne, hein. Bon, ça La dernière fois, il y avait marche. eu un bug, alors. Alors, donc là, pas de bug, tu m'entends et tout le monde m'entend. Ouais, dites-nous si, Ok. si vous entendiez bien Florian. Visiblement, ça a l'air de marcher. Bonsoir tout le monde, du coup. Alors, attends les petites réponses normalement. Yes, tout va bien. Tout Ah, va mais bien. nous avons notre cher Grégoire qui est présent aussi. Tout va bien, super. Bon, bah, c'est parfait. Super. Bon, bah, merci beaucoup d'être là. Merci pour l'invitation sur ta chaîne. Bah, c'est rien, c'est surtout un plaisir que tu aies accepté de venir. Bah, du coup, on n'a qu'à commencer. Du coup, bah, la première question, c'est bah, juste de te présenter un peu, de savoir bah, qui tu es, d'où tu viens et pourquoi ce parcours, etc. Voilà. Alors, qui je suis, d'où je viens. En 3 mots, j'ai fait des études littéraires. Après, j'ai fait un master d'histoire médiévale à Paris. Et après, j'ai enchaîné du coup sur une thèse d'histoire médiévale entre 2013 et 2017, thèse que j'ai soutenue en décembre 2017. Et ma thèse, elle portait sur les États latins d'Orient. Bon, j'imagine qu'on va en reparler, parce que tu as annoncé que c'était la première partie de cette émission. Voilà, et depuis ma thèse, j'enseigne dans le secondaire, dans un collège dans le sud de la France. D'accord. Et donc, d'origine, t'es du Sud et t'es monté à Paris pour le master? Et c'est ça. D'accord. J'ai fait une classe prépa, et après la prépa, je suis monté à Paris pour le master, la grecque et la thèse. Et alors, c'était quoi ton sujet de master?
En M1, je travaillais, c'était ma directrice qui m'avait donné ça un peu tout tel quel, quoi, parce que quand on arrive en M1, moi j'arrivais de prépa, donc j'avais pas trop d'idées. En M1, elle m'a fait travailler sur l'image du chevalier chrétien dans les chroniques de la première croisade. En fait, c'est comme ça que j'ai découvert le sujet des croisades, c'est comme ça que j'ai découvert les sources, notamment toutes ces chroniques là de la première croisade, Guibert de Nogent, Fouché de Chartres, l'anonyme normand, etc. Et en M2, j'ai travaillé sur Godefroy de Bouillon. Ah, Voilà, j'ai fait un master, un M2 un peu plus classique que le M1 finalement, un peu biographique. Voilà, finalement, je trouve que maintenant, après quelques années de recul, je trouve que le M1, le sujet de M1 était plus intéressant, plus porteur que le sujet de M2. Voilà, ça a permis de m'introduire et c'est comme ça qu'après le sujet de thèse s'est imposé en fait. Notamment après avoir fait le master sur Godefroy de Bouillon, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire sur ces questions-là de pouvoir royal dans l'Orient latin, etc. Donc petit à petit, ça a forgé le sujet de thèse. ok. Et alors ça, c'est une question de base qu'on pose à chaque fois, mais qui n'a pas, qui n'a pas vraiment de raison de s'expliquer. Mais pourquoi enfin, nous, dans le chat, il y a beaucoup de médiévistes, hein. Je pense que c'est quasiment que des médiévistes dans le chat. Ah, c'est bien. Euh, Bonne. mais du coup, pourquoi l'époque médiévale? Enfin, est-ce que ça te fascine depuis toujours ou je sais pas Alors, j'ai toujours envie de répondre oui, ça me fascine depuis toujours, mais en même temps, c'est toujours un peu une illusion biographique à la Bourdieu de dire ça, quoi. Parce que si je faisais un autre métier, je suis à peu près sûr que je trouverais dans mon enfance des raisons expliquant ça. De fait, oui, j'aime bien le Moyen-Âge depuis petit. J'ai découvert le Moyen-Âge comme beaucoup, je pense, par le médiévalisme, quoi, par la fantaisie notamment, par Tolkien, voilà, par Edding, etc. Donc c'est vrai que j'aime bien le Moyen-Âge, mais après, en fait, je pensais pas forcément ni faire de l'histoire, ni faire de l'histoire médiévale. C'est vraiment en prépa. J'ai aimé l'histoire en prépa, je me suis dit que je voulais faire de l'histoire. Et on avait une option histoire, et il se trouve qu'en Cagne, en deuxième année, la question, c'était une question de médiéval. C'était une question sur la religion et le pouvoir entre le 10e et le 12e siècle, donc en plein dans la fondation de Cluny, la réforme grégorienne, etc. Et j'ai trouvé la question passionnante, vraiment, c'était un régal et tout, alors que j'y connaissais rien, parce que j'avais jamais fait de Moyen-Âge à l'école depuis, j'allais dire la seconde, mais je sais même pas si j'en ai fait en seconde, ouais. j'en ai pas de souvenir, donc depuis le collège, je crois. Et là, la question était géniale, notre prof était génial, la question était super. Je me suis dit que ça me plaisait vraiment beaucoup, et donc que j'avais envie à la fois de faire de la recherche en histoire et de faire de la recherche sur le Moyen-Âge. Mais après, tu vois, c'était pas fixé, parce que je suis arrivé devant ma directrice en disant: Ah, moi je veux travailler sur l'abbaye de Cluny. Et elle m'a dit: Ah non, en fait, pas ça, c'est ultra fait. Ça a été fait 50 fois par des historiens ecclésiastiques super forts. Faites autre chose. Et elle m'a aiguillé vers les croisades alors que c'était pas ce que j'avais en tête. Donc, Ouais, ouais, non, mais je vois. Enfin, moi, je sais, moi, j'ai mon sujet de mémoire. Je l'avais en tête en arrivant en mémoire, enfin, ouais, en master. Et c'est vrai que je savais que c'était un truc qui n'était pas du tout étudié par les historiens français. Donc, du coup, j'avais le champ libre. Ils pouvaient pas me dire non. c'est bien. Euh, Sinon, du coup, juste pour introduire et puis un peu teaser, comme on dit, pour la deuxième partie après. euh, Tu es aussi du coup un des fondateurs de la revue actuelle Moyen Âge. Oui. Euh, du coup, la question c'est bah, juste rapidement pourquoi tu as fait ça et enfin pourquoi vous avez fait ça et quand est-ce que ça a été fondé? Ouais, alors pendant ma thèse, effectivement, à côté de mon sujet de thèse, donc sur l'Orient latin des croisades, j'essayais de mener trois trucs de front. La thèse, un autre champ de recherche qui m'occupe pas mal en ce moment, ces dernières années, donc sur vraiment le médiévalisme, donc sur les représentations contemporaines du Moyen Âge. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur la série Camelot, j'ai coécrit un livre sur l'image du Moyen Âge dans la série Game of Thrones. Là récemment, par exemple, on vient de sortir un livre avec plusieurs historiens sur la vision de l'histoire au Puy du Fou, un parc d'attractions en France. Donc, voilà. Donc j'ai essayé de travailler sur ça, les questions d'utilisation, de réinvention de l'histoire aujourd'hui. Et puis j'ai essayé avec plusieurs autres co-doctorantes, dont Catherine Kikuchi, que tu as eu il n'y a pas longtemps sur ta chaîne. On essayait aussi de travailler et de réfléchir à des manières de diffuser l'histoire médiévale. Voilà, d'essayer de la diffuser à un public un peu plus large que simplement les étudiants et étudiantes de nos TD, et encore un peu plus large que les 14 personnes qui lisent des articles de recherche en histoire médiévale, Ouais. qui sont 14 personnes très chouettes, mais bon, ça fait pas beaucoup quand même. Voilà, et du coup, petit à petit, avec des réflexions à plusieurs, avec des discussions, des expériences, on a mis sur pied Actuel Moyen-Âge, qui a été lancé en janvier 2016, donc il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Quand même.
Voilà, ça commence à dater. À chaque fois que je le dis, je me prends un coup de vieux en disant c'est pas possible, ça peut pas être aussi vieux. Et pourtant, si. Donc, ça fait depuis janvier 2016 que je publie un article par semaine sur Ouais, Actuel c'est Moyen fou, Âge, quoi. Donc, c'est le fou. temps passe. Bah, de toute façon, on ira voir ça tout à l'heure, hein, tout le monde. De toute façon, j'ai prévu, je vous ai envoyé là le lien déjà dans le chat, mais c'est prévu qu'on aille voir ça tout à l'heure. Bon alors, du coup, je propose qu'on aille, qu'on commence du coup à parler des États latins, etc. Euh, du coup, est-ce que tu peux rapidement, bien Ouais, bien sûr, sûr. nous présenter un peu ta thèse, le sujet, les dates, Hmm. etc. Ouais, ouais, alors rapidement, et puis n'hésite pas à me couper, puis vous n'hésitez pas évidemment à poser des questions, parce que moi, il va de soi que je peux parler un moment, hein. Là, je peux être en roue libre pour parler de mon sujet. La thèse, elle fait 1400 pages, on a du temps, hein. Donc, alors, les États latins, c'est les structures politiques qui ont été fondées en Orient après le succès de la première croisade. La première croisade, hein, vous vous rappelez, c'est le pape Urbain II qui lance l'appel à la croisade en 1095 au concile de Clermont. C'est un gros succès public, hein, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui rejoignent ce mouvement, qu'on n'appelle pas encore croisade à l'époque. Hein, il faut plus d'un siècle avant que le terme apparaisse. Donc c'est un pèlerinage armé vers Jérusalem, qui aboutit en juillet 1099 à la prise de Jérusalem. Sur le chemin, hein, les croisés, ils ont pris un certain nombre de villes en Orient latin, ils ont pris Nicée, ils ont pris Antioche, etc. Ils se sont installés à plusieurs endroits. Et alors qu'après la prise de Jérusalem, il y a un grand nombre, en fait, hein, la majorité des croisés qui rentrent chez eux, puisqu'ils ont accompli leur vœu de pèlerinage, qui est un vœu officiel à l'époque, hein, encadré par l'Église, il y a un certain nombre de croisés qui restent sur place. Ils restent sur place, ils s'installent en Orient latin, ils y font souche, donc ils y créent des familles, ils y ont des enfants, et puis ils s'installent politiquement, donc ils créent des structures politiques calquées sur le modèle des structures politiques qui existent au même moment en Occident. Hein. Et donc ces structures politiques, elles sont au nombre de quatre. Le comté d'Édesse, qui est le plus ancien, le comté de Tripoli, hein, la principauté d'Antioche et le royaume de Jérusalem, qui domine les quatre autres. Voilà, et à partir de là, ces quatre structures politiques, elles ont leur vie, voilà, leur vie politique, leur vie institutionnelle, leur vie juridique. Une vie assez courte, puisque hein, dès la fin du siècle, enfin dès le milieu du XIIe siècle, le comté d'Édesse il va disparaître avec la prise d'Édesse. Puis hein, les trois autres, ils vont être fortement réduits avec la conquête de Saladin. Et finalement, hein, tous disparaissent avec la reconquête des Mamelouks, donc à la fin du XIIIe siècle. Donc finalement, c'est une histoire assez brève, à peu près 2 siècles. Voilà. Et c'est une histoire très très intéressante parce que ces États latins, donc, ils ressemblent à l'Occident par plein de choses, et puis en même temps, ils s'en distinguent. Ils prennent leur voie à eux, hein, c'est comme une espèce de branche d'arbre. D'ailleurs, c'est une métaphore explicite hein, d'un des auteurs de l'époque, Guillaume de Tyr, il dit que les croisés, ils ont fait une plantation en Orient, ils sont allés se planter en Orient, et de là, ils ont poussé, et ils ont vécu leur propre vie, quoi. Donc exactement comme si c'était une graine venue d'Occident, avec en tête leurs idées, leurs coutumes, leurs pratiques du pouvoir, leur manière de rendre la justice, etc. Et puis à partir du moment où ils sont en Orient, ces États, ils vivent leur vie, ils subissent les influences de l'islam, de Byzance par exemple notamment, et du coup ça devient des structures politiques très originales et relativement peu connues. Voilà, autant il y a beaucoup de recherches sur le royaume d'Angleterre ou les cités-États italiennes, autant c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose sur les États latins d'Orient. Ah, ouais, c'est fou ça. Parce qu'on aurait tendance à dire que les croisades, c'est quelque chose qui a été beaucoup fait, comme ça a été très travaillé par l'imaginaire populaire, et finalement qu'il n'y ait pas grand-chose dessus. C'est... Mais c'est pas la même chose en fait. Il y a beaucoup de choses sur les croisades, Hmm, mais les croisades c'est du ponctuel. mhm. Les croisades c'est court finalement dans l'histoire des États latins d'Orient. C'est quelques mois pendant lesquels il y a des croisés qui arrivent. Alors certes c'est des moments très importants et c'est des moments où pour le coup on a beaucoup travaillé dessus parce qu'on a beaucoup de sources. En fait on a vraiment d'un coup des pics de sources et on va avoir une dizaine de chroniques qui racontent la troisième croisade. Donc ça permet de travailler dessus. Mais après une fois que les croisés ils sont partis, bah, il y a tous ceux qui restent qui vivent leur vie et qui voilà, se posent les questions que se posent les seigneurs en Occident de comment on lève des impôts, à qui je marie ma fille, qu'est-ce que je mets sur mon sceau, comment je construis mon château, etc., etc. Et cetera. Et en fait, tout ça, ça a été moins étudié que les croisades. Et justement, tu vois, c'est un peu un effet, en fait, c'est assez logique, c'est un peu un effet mirage, quoi. C'est on se concentre sur l'exceptionnel parce que la croisade, c'est spectaculaire, c'est romanesque, c'est dans l'imaginaire populaire, il y a Richard Cœur de Lion, il y a Saint-Louis, etc. Et puis finalement,
derrière, on travaille pas forcément sur toute la forêt derrière cet arbre exceptionnel qu'est la croisade. Mhm. Du coup, je suppose que même pour un sujet de cette ampleur, il faut des bornes chronologiques. Euh, on en parlait vite fait avant le live, mais est-ce que tu pourrais nous redéfinir bah, pourquoi tu as choisi ces dates-là? Donc d'abord lesquelles elles sont. Enfin, le début, c'est, je suppose, peut-être soit 1095, soit 1099, et puis la Ouais, fin. entre les deux. Effectivement, j'avais commencé en 1097, quoi, avec le moment où les premiers croisés ils arrivent en Orient, considérant que c'est vraiment la jeunesse des États latins. Et moi, je me suis arrêté, j'ai choisi de m'arrêter en 1229, le moment où Frédéric du Saint-Empire romain germanique, hein, donc Frédéric II de la dynastie des Hohenstaufen, devient roi de Jérusalem, hein, par la grâce d'un mariage avec en fait la reine de Jérusalem en titre, donc il récupère la couronne de Jérusalem. Et ça change, c'est une vraie rupture politique, puisque c'est la première fois en fait que le roi de Jérusalem ne vivra plus en Orient. Bon, alors ça fait un moment que les rois de Jérusalem ils vivent plus à Jérusalem, puisque depuis 1187 ils ont perdu la ville. Mais jusqu'à là ils vivaient encore en Orient, même s'ils vivent à Chypre, plutôt que sur le territoire palestinien proprement dit. Mais là, Frédéric II il vivra plus du tout en Orient, et c'est une vraie rupture. À partir de là, il y a une coupure notamment entre Chypre et le royaume de Jérusalem. Il y a une brouille profonde entre la principauté d'Antioche et le royaume de Jérusalem. Voilà, il y avait plein de raisons pour couper là. Je te le disais tout à l'heure, hein, 1229, c'est aussi la première charte de l'Orient latin rédigée en français, alors que jusque-là, toutes les chartes étaient rédigées en latin, donc c'est une coupure documentaire. Voilà, donc c'était une bonne raison de s'arrêter là, même si évidemment, dans la logique, il aurait fallu pousser à l'analyse jusqu'à la chute des États latins, donc jusqu'à 1292. Et c'était trop long, hein. Dans le cadre d'une thèse, il faut aussi savoir où s'arrêter pour que la thèse puisse être terminée. Surtout là, C'est avec déjà pas 1400 évident. pages, Oui, c'est bien, il en fallait pas plus. Ouais. la vache. Dans le chat, on a déjà des premières réactions. Alors bon, comme il y a des reconstituteurs historiques aussi dans le chat, donc les premières remarques, c'est les croisades, période très génératrice de Playmobil. Ouais, j'ai vu, ouais. Et puis j'avais un ami qui disait Deus Vult. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ou ça rentre pas Oui, c'est trop? l'un des cris de ralliement des croisés, notamment au moment de la première croisade. Ça veut dire Dieu le veut en ancien français. Voilà, qui exprime. Ça aurait été l'un des messages d'Urbain II au Concile de Clermont. Je dis aurait été parce qu'en fait, on n'a pas le texte du Concile de Clermont. On a plusieurs sources différentes qui nous donnent plusieurs discours différents, y compris d'auteurs qui nous disent moi j'y étais, voilà le vrai discours. Et ils donnent deux discours qui n'ont rien à voir. Donc voilà, hein, ça s'appelle de l'histoire. On fait de l'analyse critique des sources. On ne prend pas pour argent comptant ce qui est dit, mais dans l'un de ses discours, le pape termine son exhortation en disant voilà, prenez les armes, allez en Orient, Dieu le veut. Ça aurait été l'un des cris repris par les croisés. Et en fait, typiquement, c'est amusant que ton ami le dise, parce que tu disais les croisades, ça a beaucoup influencé l'imaginaire populaire. Là, typiquement, en fait, Deus Vult, c'est une phrase qui est devenue célèbre en elle-même. C'est un mème sur Internet. Ouais. Euh, voilà, on le retrouve sur pas mal de forums, on le retrouve sur les réseaux sociaux, etc. Souvent utilisé par des gens qui n'ont pas forcément conscience de son origine médiévale. Hmm. Et du coup, bah, moi, ça me donne des idées, mais est-ce qu'il y avait eu d'autres. Parce que c'est un des cris de guerre, mais est-ce qu'il y en a d'autres et lesquels? Est-ce que tu connais? Bah, après, les différents contingents, en fait, ils marchent. Au moment de la première croisade, par exemple, ils marchent sous la bannière de seigneur. Et donc, on sait que les hommes d'armes, les troupes, quand elles vont au combat, souvent, elles crient soit le nom de leur seigneur, on l'a beaucoup comme cri de ralliement, soit le nom de l'endroit d'où on vient. Hmm. On sait, les Lorrains, voilà, ils vont au combat en criant Lorraine, Lorraine, par exemple. Voilà, on a des Byzantins qui le disent, etc. Ou alors beaucoup en criant des noms de saints, ça aussi on l'a beaucoup, par Saint Georges par exemple, par Saint Démétrius, parce que c'est des saints militaires, donc c'est des saints appréciés des chevaliers à l'époque. D'accord. Il faut que tu saches que euh, il y a pas mal de gens dans le chat qui sont d'Alsace. Du coup, la Lorraine. Lorraine, 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 ça va vous plaire, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Tiens, bah du coup, en parlant
Allez, je balance les questions du chat puisque ça c'est intéressant, ça rentre dans la chose. Kingdom of Heaven, donc le film, euh, qu'est-ce que tu en penses d'un point de vue historique? C'est toujours un peu difficile comme question. C'est une fiction, hein, Kingdom of Heaven, c'est une fiction très très assumée pour le coup, hein. Elle s'écarte très nettement de la réalité historique, ne serait-ce qu'avec le personnage de Balian Diblin, hein, joué par Orlando Bloom, qui est présenté là comme un forgeron occidental recruté sur le chemin de la croisade, alors qu'en vrai c'est un seigneur d'Orient latin installé depuis des années. Il représente Renaud de Châtillon comme un templier, il représente. Enfin, donc on est très très loin de la réalité historique. On en est aussi très loin parce que pour le coup il n'y a eu aucun effort de reconstitution, hein, autant dans son dernier film, hein, le dernier duel. Ridley Scott, il a fait un effort, les armes, les armures, elles sont relativement bien rendues, sauf exception. Autant là du tout, hein, dans Kingdom of Heaven, pas du tout, hein, les armures, c'est des armures du XIIIe ou du XIVe siècle. Les techniques militaires, elles sont toutes très postérieures, enfin, ils représentent des trébuchets, enfin, des trucs qui ont vraiment Hmm, aucun sens historiquement. Après, c'est un joli film, moi j'arrive à désactiver un peu mon sens bien critique sûr, d'historien en regardant des films historiques. Voilà, de même que dans Gladiator, il n'y a rien d'historique et rien de pertinent, ou dans 300, on sait qu'il n'y a rien d'historique, je dis parce que voilà, je vois les Thermopyles. oui. Effectivement, donc Kingdom of Heaven, il a aucun intérêt d'un point de vue historique pour quelqu'un qui voudrait savoir quelque chose sur la Troisième Croisade ou sur l'Orient latin. Ça reste un beau film médiévaliste. Hmm. Et donc dans le chat, là juste au-dessus, Anishka qui est aussi dans ma troupe de reconstitution et qui se charge de la musique, du coup évidemment balancer les paroles de Palestinalite, la chanson des croisés allemands. Et c'est vrai que c'est un défi, après, au bout d'un certain nombre d'abonnés, je ne sais plus, il va falloir que je la chante et qu'on en parle, que je l'apprenne Très déjà. bien, c'est bien. C'est un palier. Ouais, ouais. Euh, du coup, si on reprenait un peu la thèse, quelles sont les sources que tu as pu utiliser? Alors, dans les sources, il y a beaucoup de chroniques. Voilà, je le disais, hein, souvent des chroniques rédigées par des auteurs occidentaux au moment des croisades. On a quelques chroniques rédigées par des auteurs orientaux, donc des auteurs qui vivent en Orient. La plus célèbre, c'est celle de Guillaume de Tyr, qui est archevêque de Tyr à la fin du siècle, hein. C'est le précepteur de Balian, n'importe quoi, c'est le précepteur de Baudouin IV, le roi lépreux qu'on voit dans Kingdom of Heaven. Lui, il rédige une très très belle chronique allant de la première croisade jusqu'à son époque, qui est très utile évidemment, parce qu'en plus il est très proche du pouvoir royal. Puis on en a d'autres, on a la chronique par exemple de Gauthier le chancelier, qui est chancelier du prince d'Antioche. Donc on a quelques textes comme ça rédigés en Orient. On a aussi, hein, des chroniques arabes, qui sont utiles parce qu'elles donnent un autre point de vue. On a des chroniques syriennes rédigées par des nestoriens. Voilà, donc je vois la question, est-ce que tu croises avec des sources musulmanes? Oui, oui, bien sûr. Mm. En fait, plus que sources musulmanes, il faut dire sources arabes, parce qu'on a des sources rédigées en arabe par des non-musulmans. Dans l'autre sens, on a des sources rédigées par des musulmans, pas forcément en arabe. Donc c'est vraiment la langue qui est le critère important, pas la religion. Mais voilà, on a beaucoup de sources. On a des sources arméniennes aussi, on a des sources grecques, hein, parce qu'on a des sources byzantines, donc là aussi par des chroniqueurs byzantins. Et après, on a des sources autres que des chroniques. On a des lettres, par exemple, hein, quelques lettres soit rédigées par des seigneurs, soit des correspondances diplomatiques, notamment avec le pape, entre le pape et certaines élites ecclésiastiques. On a des sources archéologiques, parce qu'il y a les châteaux des croisés, il y a beaucoup d'archéologie des États latins qui se développe depuis quelques années, même si elle est un peu biaisée, puisque la quasi-totalité des sites fouillés depuis une quinzaine d'années, c'est uniquement en Israël. Ce qui se comprend assez bien, hein. Il n'y a plus de fouilles en Syrie, de toute évidence. Il n'y a pas de fouilles au Liban, il n'y a quasiment pas de fouilles en Jordanie. Bon, cela dit, il y a des très beaux sites qui nous ont appris des choses, hein. Je pense à la fouille, par exemple, hein, du cimetière d'Atlit en Israël. C'est un cimetière de croisés autour d'un château de l'époque. Là, on a vraiment appris plein de choses sur la vie quotidienne à l'époque, etc. Et puis après, le dernier volet de sources, c'est des chartes, c'est-à-dire, hein, des documents de la pratique rédigés par les seigneurs de l'Orient latin. Bon, ça, c'est les documents, c'est des documents hyper intéressants, hein, pour rentrer vraiment dans les pratiques du pouvoir, de comment on se marie, comment on se réconcilie après une querelle, comment on partage une terre, les pratiques d'héritage, etc. Il y a tout un volet dans ma thèse sur la transmission des terres, le partage des terres, etc. Donc, c'est des très belles chartes, et en même temps, on en a très peu, hein. On en a à peine 1000 sur toute ma période, ce qui est vraiment pas beaucoup. Bon, c'est déjà pas mal, hein. S'il y a des altimédiévistes dans votre groupe, c'est beaucoup déjà, 1000 Ouais. chartes, bien sûr.
Et en même temps, c'est rien. Mm. Voilà, vous aviez Catherine la semaine dernière ou il y a 15 jours, Catherine sur sa thèse sur les imprimeurs à Venise, elle parle de plusieurs dizaines de milliers de documents. Donc évidemment, moi avec mes 987 chartes, ça fait pas grand-chose. Hein. Et en fait, on n'en a pas beaucoup puisque en 1291, au moment donc de la chute des États latins, hein, une des dernières villes assiégées, c'est Acre. Oui. Et enfin voilà, les seigneurs qui dirigent la ville font charger toutes les archives de l'Orient latin sur un bateau pour les expédier hors de la ville, et le bateau coule au milieu du port, donc en emportant sûrement plusieurs milliers de documents. Voilà, oui, je sais, je sais, je sais. Moi aussi, j'essaie de pas trop y penser parce que ça me rend triste. Voilà, donc finalement, en fait, on n'a que quelques chartes conservées par les ordres militaires. Donc on a les chartes des Templiers, des Hospitaliers, etc., qui sont conservées du coup dans les cartulaires en Occident, à Marseille, à Malte, quelque chose. Donc finalement, ça fait pas beaucoup, mais ça en fait quand même pas mal, et c'est pas inintéressant pour travailler pour travailler sur ces problématiques. Bah, du coup, je vois, puisqu'on parlait aussi de la vie quotidienne, etc., et le fait que bah, les États latins, c'est pas uniquement les croisades. Donc la question d'Anishka, dans l'imaginaire collectif, on pense beaucoup au côté guerrier, mais qu'est-ce que les croisades ont apporté d'autre à l'Orient, du coup, je corrige, à part des prunes et des luttes? Alors, je pense qu'elle veut dire qu'est-ce qu'elles ont apporté à l'Occident, je pense. Est-ce qu'elles Ah ont oui, oui. fait d'Occident? Alors moi, je pensais aussi à l'autre sens, donc je pense qu'on peut parler dans les deux sens, ouais. Oui. Ah, du coup, la question du transfert culturel, effectivement, c'est une super question, mais du coup, c'est déconnecté des croisades. Mm. Encore une fois, les croisades, c'est trop court pour qu'il y ait vraiment des transferts culturels, sauf exemple ponctuel. On a des exemples d'un croisé qui ramène chez lui un objet ou un savoir technique. Au moment de la première croisade, par exemple, il y a Gaston de Béarn, c'est un petit vassal de Raymond de Saint-Gilles, comte de Provence. Hein, et on sait qu'il est chargé de gérer les relations avec les Byzantins pendant le siège de Nicée. Voilà. Et or, à ce moment-là, les Byzantins, ils construisent des grandes machines de siège pour prendre la ville, un truc que les Occidentaux, ils ont totalement oublié. Depuis l'époque romaine, on construit plus de machines de siège en Occident. Donc c'est intéressant parce que donc c'est Gaston de Béarn qui gère les relations avec les Occidentaux. Et 4 ans après, 2 ans après, au moment d'assiéger Jérusalem, c'est lui qui construit les machines de siège des Occidentaux. Et quand il rentre en Occident, 10 ans après, on le trouve employé comme chef ingénieur pour le roi de Castille, payé explicitement pour construire des machines de siège. Donc là, par exemple, c'est un exemple, tu vois, individuel d'un transfert culturel d'un seigneur qui a regardé comment est-ce que les Byzantins construisaient un trébuchet ou un bélier et qui l'a ramené en Occident. Voilà. Mais en fait, derrière ces petits exemples individuels qui sont intéressants mais qui sont ponctuels, les transferts culturels plus amples, ils sont déconnectés des croisades. Par contre, ils sont directement connectés aux États latins. C'est le fait que pendant 2 siècles, il y a eu des structures politiques latines, dominées par des latins catholiques en Occident, qui ont permis des échanges nombreux, des échanges d'individus, des échanges de manuscrits. Hein, c'est à Antioche, enfin c'est d'Antioche qu'on va ramener, qu'on va traduire les textes d'arithmétique arabe, qui va permettre à Fibonacci, un mathématicien pisan, de traduire en Occident le zéro, les chiffres arabes que les Occidentaux connaissaient pas. Ça vient directement des traductions qui ont été faites par un Anglais à Antioche. Et puis du coup, on ramène aussi un certain nombre de savoirs plus indirects dans la médecine, par exemple. Hein. C'est d'Orient que Saint-Louis ramène le concept de l'hôpital. Le premier hôpital fondé à Paris, l'hôpital des 15-20. C'est après le retour de croisade de Louis IX, et c'est parce qu'il a vu fonctionner un hôpital qui est une structure typiquement arabe, caractéristique de la civilisation arabo-islamique, et donc qui ramène en Occident. Enfin, voilà, du coup, des exemples, on en aurait beaucoup comme ça. On ramène le sucre, on ramène les pigeons voyageurs, on ramène etc. Et puis on ramène des mots, parce que les transferts, ils sont aussi linguistiques. Des mots comme sucre, gazelle, matelas, sirop, girafe, caravane, etc. C'est des mots qui passent dans les langues latines via les États latins d'Orient à ce moment-là. Ça, c'est fou, tout ce qu'on apprend, c'est génial. C'est vraiment intéressant, les transferts culturels, c'est assez chouette. Ouais. Et alors du coup, donc Pali posait une question et qui complète celle que j'allais te poser aussi. Est-ce qu'avec toutes ces sources, on risque pas justement de se perdre? Après, effectivement, c'est justement le travail de faire une thèse. Mais moi, c'était la question, c'était, tu disais que tu avais des sources bah, de plein de cultures différentes, mais est-ce que du coup, toi, pour pouvoir consulter ces sources, tu es passé par des traducteurs? Alors bon, je réponds à 2 questions. Alors effectivement, la première question, je la comprends, mais en même temps, voilà, comme tu dis, c'est le travail d'une thèse. Et finalement, en fait, moi,
Euh, ouais, je vois le commentaire d'Anna dans l'épisode de Confession d'Histoire avec Saladin. Ah oui, c'est un très beau passage dans cet épisode d'Hugo dans lequel Saladin parle qu'avec des mots arabes passés dans le français. Ah, il faut juste faire attention parce qu'en l'occurrence, il emploie des mots qui sont passés dans le français depuis toutes les époques, pas uniquement depuis les croisades ou l'Orient latin. Ah, quand il dit bled, par exemple, ou quand il dit flouze pour argent, ça c'est des mots qui sont rentrés en français uniquement avec la Première Guerre mondiale, avec les tirailleurs algériens dans les tranchées. Et donc finalement, voilà, donc ce qui enlève rien du tout à l'intérêt de l'épisode, et il a effectivement l'intérêt de mettre en avant l'importance de ces transferts linguistiques, mais en l'occurrence il fait un mélange temporel, parce que sinon il n'aurait pas eu assez de mots pour que ce soit drôle en fait, tout Mhm. simplement. Alors, je reviens sur les sources, donc oui, évidemment, quand il y a trop de sources, c'est dur de s'y perdre, mais bon, voilà, c'est le boulot des historiens et des historiennes. En l'occurrence, moi, j'avais pas trop de sources, hein, ça fait pas beaucoup en fait. Une trentaine de chroniques et un millier de charts, ça fait pas beaucoup de sources. Et justement, c'est l'intérêt, c'est que ça permet d'être exhaustif sur les sources. Et moi, je peux dire que j'ai lu toutes les chartes de ma période. Alors que, évidemment, après quelques siècles, c'est plus possible, quoi. Dès qu'on travaille sur le XIIIe ou XIVe siècle, c'est impossible. Et alors, dès qu'on passe sur une autre époque, un moderniste qui travaille sur le règne de Louis XV, il pourra jamais dire j'ai lu toutes les sources de ce règne. C'est C'est impossible. Il clair. doit exister des milliers de documents. Encore, je dis des milliers. Voilà. Et alors, en contemporaine, on voit bien, voilà, quelqu'un qui bosserait sur les États-Unis de 1880 à nos jours, c'est absurde de dire j'ai lu toutes les sources, quoi. Alors que moi, effectivement, je peux dire que j'ai lu toutes les sources médiévales sur l'Orient latin. Donc ça permet d'être exhaustif. Donc c'est assez intéressant. C'est pas la même manière d'approcher un sujet, etc. Donc je trouve que moi, c'était aussi quelque chose qui me plaisait, l'idée d'avoir embrassé la totalité du corpus documentaire existant. Et donc pour ta question au niveau linguistique, alors moi, bon, j'étais latiniste depuis longtemps. La plupart de ces chroniques, elles sont éditées. Notamment, elles ont beaucoup été éditées par les Allemands là, à la fin du 19e siècle, dans le moment là où les érudits allemands, ils ont tout édité, en gros, Ouais. notamment avec les MGH, hein, les Ouais. Monumenta Germaniae Historiae, où ils ont édité tout ce qui leur tombait sous la main. Donc la plupart sont éditées, pas toutes traduites. Notamment les chroniques en latin, tout n'est pas traduit, ou alors tout est souvent mal traduit. Depuis une vingtaine d'années, il y a des collections en Angleterre qui s'emploient à traduire activement les sources de la croisade. Donc on commence à avoir beaucoup de traductions en anglais des sources. Moi, souvent, je préférais revenir à l'original plutôt que Ouais. de passer par l'anglais, mais bon, parce que je lis plutôt bien le latin, donc c'était facile. Après, je faisais de l'arabe, pas assez pour traduire une chronique, mais assez pour me dépatouiller dans une chronique en arabe. Et pour le reste, soit j'ai utilisé les quelques traductions qu'il y avait, soit en fait, c'est des sources que j'ai en partie laissées de côté, puisqu'il y a encore des sources inédites qui n'ont jamais été traduites, des sources en syriaque, par exemple, etc., qui n'ont jamais été traduites par personne, voilà, qui sont éditées mais qui ne sont pas traduites et qui ne sont pas travaillées parce que personne fait ça, personne travaille sur ça. Donc il y aura encore pas mal de choses à faire s'il y a des médiévistes qui avaient le temps de se Mhm. mettre à ce genre de langue. Je pense que dans le chat, ah si, il y a Blau justement qui passe justement son exposé demain, qui voulait te poser des questions sur le crack des chevaliers, mais elle n'a pas encore son sujet de mémoire, donc à voir. Alors là, il y a des questions. Donc, à quel point les poulains sont orientalisés et sont-ils toujours reliés à l'Occident? Hmm. Alors, les poulains, bon, donc le terme, effectivement, il désigne explicitement les latins d'Orient, les latins qui sont nés en Orient. Hein, c'est un terme que plusieurs chroniqueurs emploient, que Guillaume de Tyr emploie, que Jacques de Vitry emploie. On ne sait pas très bien d'où ça vient. En latin, Pulani, il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été faites, il n'y en a aucune qui est très solide, donc on ne sait pas très bien d'où le terme vient, mais en tout cas, c'est un terme qui est utilisé explicitement pour désigner les latins d'Orient. Et déjà, en soi, c'est intéressant. Si on a besoin de forger un nouveau terme, c'est qu'il y a une nouvelle identité qui commence à apparaître. Parce que sinon, on aurait pu continuer à les désigner tout simplement comme des francs ou comme des latins, comme on le faisait dans les premières années. Donc à partir du moment où le terme apparaît, ça veut bien dire qu'il y a une nouvelle identité. À quel point ils sont orientalisés, mais ils le sont pas mal en fait en réalité, hein. Donc ça dépend ce qu'on appelle orientalisé. Ils restent solidement ancrés dans la foi catholique. Une foi catholique qui plus est, qui est très centralisée par Rome, donc pour le coup pas de déviation au niveau du dogme ou au niveau de la pratique, hein. Ça reste une foi hétérodoxe, donc très orthodoxe, pardon, donc très centrée sur les mêmes rites que pratiqués en Occident. Mais à côté de ça, l'orientation, elle se fait fortement au niveau des modes de vie, en fait, hein, des façons concrètes de vivre au quotidien. On sait par exemple que les latins d'Orient, ils prennent très vite l'habitude du bain, l'habitude du hammam. Et ça, on le sait par exemple, c'est l'archéologie qui nous le dit,
puisque quand on a un exemple de village fondé par des latins, donc avec des rues bien droites comme les latins le font, avec une église au milieu, etc., mais ils construisent quand même des hammams. Donc, preuve qu'à ce moment-là, ils se sont réappropriés cette pratique. C'est pas seulement une survivance où on dirait ah bah, c'est les paysans orientaux qui construisent des hammams, y compris les paysans occidentaux, ils le font. Voilà. On a pas mal de seigneurs qui visiblement parlent ou lisent l'arabe à des degrés divers de maîtrise, mais bon, quand même plus répandu que ce qu'on pensait il y a 10 ans. Et à mon avis, je pense que plus on va travailler sur ça, plus on va se rendre compte que c'était largement répandu dans la société, en tout cas dans la société noble. Voilà. Et puis on a une orientalisation un peu globale des modes de vie, qui fait d'ailleurs que plusieurs fois au moment des croisades, quand il y a des croisés qui arrivent, il y a un décalage entre les croisés et les latins, décalage qui peut être source de conflits, qui peut être source d'incompréhension. Au moment de la cinquième croisade, Jacques de Vitry, donc qu'un latin d'Occident, hein, il nous parle en des termes très durs des latins d'Orient, en disant que vraiment il les reconnaît plus du tout, ils portent des vêtements de soie, ils ont plus les mêmes manières de se coiffer les cheveux, ils mangent plus la même nourriture, ils écoutent pas la même musique. Voilà, lui il en fait vraiment un portrait très dur en disant qu'ils ont été complètement corrompus par l'Orient et que c'est plus des bons vrais latins et que c'est pour ça que l'Orient latin va mal. Mais bon, ça en soi c'est un schéma en fait interprétatif dont il faut un peu se méfier. Notamment parce qu'il reprend des échos antiques, Jacques de Vitry, il fait explicitement référence aux délices de Capoue, etc. Donc, Hmm. Ok. bref. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une orientalisation assez forte au niveau du mode de vie et au niveau des pratiques de pouvoir. Justement, moi j'avais un truc, tu en as parlé tout à l'heure, euh, c'était la découverte récente d'un cimetière de croisés. Moi ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous en dire plus, notamment parce que tu as dit que on avait retrouvé des objets du quotidien, et donc là est-ce que il y a potentiellement des objets du quotidien qui seraient plutôt bah, du coup de tradition orientale et qu'on retrouverait dans des tombes de croisés? Alors c'est le cimetière du château d'Atlit. C'est pas une découverte récente, hein, on savait qu'il était là D'accord. depuis longtemps, mais c'est des fouilles récentes. Ça fait une dizaine d'années hein, que c'est fouillé par une équipe d'archéologues français sous la direction d'Yves Glaise. Et j'ai dit c'est un cimetière de croisés, mais voilà, même moi en fait je m'abuse dans les termes. En fait, c'est pas vrai, c'est un cimetière de latin d'Orient. Il y a des croisés qui ont été enterrés, qui sont dans une zone un peu à part du cimetière, mais sinon le gros du cimetière, c'est les gens qui vivaient là, quoi. Qui vivaient dans le château et autour du château à cette époque, quoi. C'est des jolies fouilles, effectivement. Ça a permis de trouver, bon, l'archéologie funéraire, c'est toujours utile pour la vie concrète des populations, l'âge qu'ils avaient, l'état de santé dans lequel ils étaient au moment de leur mort, etc., etc. J'ai pas en tête d'objet du quotidien où on pourrait dire ça c'est une tradition explicitement orientale et donc ça prouverait une orientalisation, etc. Notamment parce que les objets avec lesquels on est enterré c'est du textile, des armes, le cas échéant. Et là je pense pas qu'on puisse dire que telle arme ou telle ceinture tu vois, a la trace d'une orientalisation, etc. quoi. Ça me semblerait trop flou. D'autant plus qu'en réalité il n'y a pas beaucoup de différence entre les manières de fabriquer des objets en Orient et en Occident à cette époque. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, on a trouvé une épée dans un port israélien qui date de la période, voilà, qui date du 12e ou 13e siècle. Ça a un peu fait la une, parce que tout de suite, ça a été une épée d'un croisé, etc., etc. Et en fait, après analyse, on peut pas dire si c'est une épée d'un occidental ou d'un oriental. On peut pas le dire, parce que c'est les mêmes épées à l'époque, elles sont fabriquées de la même manière. Il n'y a pas d'inscription sur l'épée. Alors, si on avait une inscription, évidemment, ce serait banco, hein, une inscription en arabe ou en latin, on pourrait le savoir. Mais là, c'est pas le cas. Donc, en fait, cette épée, ça peut tout aussi bien être l'épée d'un seigneur musulman que l'épée d'un seigneur venu de Poitiers ou que l'épée d'un seigneur d'Antioche. Ils auraient la même épée, en fait. Voilà. Donc, D'accord. eux, ils feraient la différence avec le costume, etc. Mais c'est des trucs qui seraient pas conservés en archéo. Voilà. Donc là, non, effectivement, l'archéologie funéraire, elle va pas nous permettre de nous renseigner vraiment sur l'orientalisation d'une société. Ok. Du coup, je voudrais en revenir un peu plus à ta thèse, puisque donc la thèse c'était plutôt donc la construction du pouvoir du pouvoir royal, c'est ça? Royal et seigneurial. D'accord. Vraiment les deux pris comme un seul bloc en fait. Et bah justement, bah, nous expliquer un peu comment ça fonctionne, etc. Quel a été justement l'apport de ta thèse à la recherche, etc. Voilà l'apport de ma thèse à ma recherche. Oui, moi je me suis vraiment intéressé à cette question des pratiques du pouvoir, donc à la question un peu concrète de comment est-ce que le pouvoir il s'exerce
À partir du moment où on a une élite politique bien définie, etc., qui prend la forme d'une aristocratie, concrètement, qu'est-ce que les seigneurs y font en fait? Qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir? Euh, donc j'ai des chapitres dans ma thèse où je me suis intéressé à la manière dont ils gouvernaient la terre, les relations économiques, toutes les relations matrimoniales, qui on n'épouse pas. C'est intéressant aussi de travailler sur les limites du groupe aristocratique, qui est-ce qui est un seigneur, comment est-ce qu'on se définit par opposition à la bourgeoisie, par opposition à la paysannerie, etc. Et puis après, j'ai des chapitres sur comment on rend la justice et comment on règle les conflits, que c'est quand même les Ouais. grandes activités des seigneurs. Ils font la guerre, ils rendent la justice, ils se disputent les uns avec les autres. Et puis voilà, ils s'épousent et ils essayent de maintenir leur pouvoir comme ça, quoi. Et quel a été l'apport? Je pense que le premier rapport, c'est d'abord de réintégrer vraiment l'Orient latin à l'histoire du Moyen Âge féodal, de montrer que c'est pas juste une espèce de bulle qui se fait loin dans son coin et qui est pas intéressante. Ça fait vraiment directement partie de l'histoire de la féodalité. Il y a des choses qui s'inventent en Orient latin et qui ensuite sont reprises en Occident. Par exemple, le nous de majesté, il est d'abord testé en Orient latin. La première attestation du nous de majesté, c'est en Orient, et il est explicitement repris par le roi des Francs, puis par le roi d'Angleterre. Mais c'est une copie, quoi. C'est vraiment, ils l'ont découvert là-bas, ils le reprennent, ils le testent dans leur royaume à eux, quoi. Et au contraire, dans l'autre sens, il y a des trucs qui prennent hyper longtemps à marcher en Orient latin. Le fait, par exemple, que vers le milieu du XIIe siècle, la plupart des royaumes occidentaux changent leur titulature royale pour passer de roi des Anglais à roi d'Angleterre, roi des Francs à roi de France, ce qui dit beaucoup en fait sur l'évolution du pouvoir en passant un territoire. Et ben en Orient latin, c'est hyper long. Hein, ça prend vraiment hyper longtemps avant qu'on passe de roi des Latins de Jérusalem à roi de Jérusalem. Là, il y a un décalage temporel qui est intéressant, quoi, qui montre que les choses, elles sont pas linéaires, que les évolutions politiques, elles prennent du temps, que les évolutions institutionnelles, ça dépend des contextes de réception, ça dépend des personnes aussi. À un moment, il faut qu'il y ait un roi qui décide de dire allez les gars, on va changer mon sceau, on va changer mes pièces de monnaie, et désormais on va tenter roi de France, alors qu'avant on m'appelait pas comme ça. Voilà. Donc il y a des échanges de pratiques, il y a des échanges institutionnels, il y a des échanges juridiques qui permettent vraiment de réintégrer l'Orient latin dans l'histoire du Moyen Âge féodal. Et puis dans l'autre sens, ça permet aussi de souligner l'originalité de l'Orient latin sur plein de points. C'est un terrain où s'inventent des choses, où s'expérimentent des choses, puisque c'est un terrain unique, avec des problématiques que n'ont pas du tout avec des problématiques que n'ont pas du tout les souverains occidentaux, parce qu'évidemment, les Latins d'Orient, ils doivent gérer une population qui est multiculturelle et multireligieuse, ce qui n'est pas le cas en Occident. En fait, hein, en Occident, à part la poignée de juifs dans les grandes villes, la totalité de la population, elle est catholique. Alors que, évidemment, en Orient, bah, il y a des juifs, il y a des musulmans, qui appartiennent tous en plus à des branches différentes. Il y a plusieurs branches du judaïsme, plusieurs branches de l'islam, et puis il y a des chrétiens d'Orient, beaucoup qui appartiennent tous à des églises différentes, dites autocéphales, donc qui sont autonomes, hein, qui ont leur rapport avec l'église catholique. Et du coup, évidemment, ça force à inventer des pratiques de pouvoir différentes. Comment est-ce qu'on gère cette population? Comment est-ce qu'on la gouverne? Et on la gouverne forcément pas de la même manière qu'en Occident, sinon ça marcherait pas, quoi. Typiquement, un exemple hyper concret, la dîme, cet impôt, hein, de 10% levé par les élites ecclésiastiques. En Orient latin, la dîme, elle est levée que sur les catholiques. Ce qui est logique, on ne va pas demander aux juifs ou aux nestoriens de payer la dîme, puisque de toute façon, ils ne vont pas à l'église du village, ils sont hors de la communauté chrétienne, donc ce serait limite hérétique, en fait, de demander à des non-chrétiens de payer une participation à l'église chrétienne. Et du coup, évidemment, ça veut dire que les élites ecclésiastiques vont devoir trouver d'autres sources de financement, puisqu'elles ont moins de dîmes que leurs homologues en Occident. Un exemple. Puis évidemment, hein, parmi les nombreux exemples d'inventions en Orient latin, l'un des plus célèbres, c'est les ordres religieux militaires. Ouais. C'est là que s'inventent, hein, les Templiers, les Hospitaliers, qui sont quand même un nouveau modèle spirituel assez fou, vraiment, quand on y pense, parce que c'est des ecclésiastiques qui ont le droit de se battre et qui ont le droit de tuer, quoi. C'est une invention théologique unique. Quand même, déjà, la croisade, c'est une invention théologique costaud, quand on y pense, voilà, de lier le fait de se battre avec le fait de gagner son salut, de racheter Ouais. ses péchés. Il a fallu un siècle et demi, hein, d'élaboration théologique, parce que quand même à la base le message du Christ c'est un message de paix, qui vit par l'épée périra par l'épée, donc il y a quand même un saut à faire entre les deux. Et après il faut un nouveau saut théologique pour réussir à inventer des moines qui seraient également des soldats. Mm.
Et tout ça, ça a été permis par le contexte propre, spécifique à l'Orient latin. Du coup, je sais pas si tu as vu la question de Anna. J'ai vu, et la réponse c'est non, non, il n'y a vraiment pas du tout de rapport, D'accord, ni linguistique, ni... Il y a également un nous de majesté dans la Bible, dans certaines traditions de la Septante en grec, et c'est pas pour ça qu'il est repris par le souverain. Donc non, d'accord, non, pour le coup, en fait, le nous de majesté, il vient de Byzance, hein. Il vient pas d'accord, du Coran, il vient d'un ensemble de dispositifs de mise en scène du pouvoir, vraiment spécifique aux Byzantins, pour lequel l'autorité de l'empereur, elle a été conservée à un degré qui est plus connu à ce moment-là en Occident. Et qui d'ailleurs choque beaucoup les Occidentaux quand ils arrivent à Byzance et qu'ils voient qu'il faut se mettre à plat ventre devant l'empereur, ce genre de choses. C'est des trucs qu'on fait pas du tout pour les seigneurs à ce moment-là en Occident. À ce moment-là, quand on veut rendre hommage à un seigneur, on incline la tête. Et c'est tout, il y a pas de, on se met pas à genoux, on le salue pas, on s'incline pas, on fait pas de courbettes, etc. Voilà. Et donc là, clairement, le nous de majesté, il vient beaucoup plus en fait du monde byzantin et pas du Coran. Du coup, je voulais juste rappeler dans le chat, parce que moi, en fait, à chaque fois que tu dis une ou deux phrases, j'ai une question qui me vient. Donc, si dans le chat c'est pareil, n'hésitez pas à les poser. Moi, la question que j'avais, c'est lorsque tu as parlé euh, d'une des principales occupations des seigneurs, qui est donc de rendre la justice. Moi, tout de suite, quand on me parle d'un roi qui rend la justice au XIIIe siècle, j'ai l'image d'Épinal de Saint Louis sous le chêne, voilà. Comment ça se passe justement là-bas avec le mélange des cultures, etc. Concrètement, en fait, l'image de Saint-Louis sur son chêne, elle est géniale, hein, parce que c'est une image qu'on a tous en tête, alors qu'elle est totalement fausse. Parce que dans cette image, le roi, il est tout seul sous son chêne à écouter les trois paysans qui sont devant lui et qui rendent la justice. C'est une image qu'on va retrouver, je sais pas, dans Camelot, quoi, avec les doléances d'Arthur face aux paysans. Alors qu'en fait, la justice, c'est collectif. Et je dirais même plus encore que collectif, c'est collégial, la justice. Hein, le roi, il rend pas la justice, le roi, il désigne des seigneurs qui rendent la justice. C'est vraiment très différent, en fait. Mais c'est pareil en Occident, hein, ça pour le coup, jusqu'à tard dans la période, hein, le roi, il est dit fontaine de justice, c'est-à-dire que c'est de Mm. lui qu'émanent les lois, mais il rend pas la justice concrètement. Sauf dans un cas où on appelle directement à la justice royale, par exemple s'il y a deux seigneurs qui se disputent et qui veulent faire directement appel au roi, et c'est rarissime. Et même dans ce cas-là, le roi, il va prendre le conseil de ses seigneurs. En fait, ça c'est vraiment un mot-clé, hein, des pratiques de pouvoir des seigneurs de cette époque, c'est le terme de conseil, concilium en latin, on le retrouve tout le temps dans les sources. C'est une manière de faire circuler le pouvoir, ne serait-ce que symboliquement, en demandant le conseil, en demandant l'avis des seigneurs qui sont à la cour du roi, qui du coup sont impliqués activement dans la discussion. On sait que c'est pas que symbolique, on sait que c'est vraiment un moment où on peut exprimer un désaccord avec le roi, alors poliment, plus ou moins en fonction des rois. Il y a des rois qui l'acceptent très bien, il y a des rois visiblement qui aiment pas trop qu'on leur dise qu'on n'est pas d'accord avec eux, mais en tout cas c'est un vrai moment de débat en fait, on le dirait aujourd'hui comme ça. Alors on peut pas dire de débat démocratique, hein, parce que ça concerne que le 1% de la société qui est noble. Hein, les 90% de paysans, on leur demande pas leur avis. Mais du coup, c'est un débat démocratico-aristocratique, quoi. Il y a un moment où tous les aristocrates sont un peu considérés comme des pairs. D'ailleurs, le roi, il est souvent décrit comme ça, hein, un premier parmi les pairs. C'est ce que veut dire même le terme de prince, hein. Le princeps, c'est le premier parmi les autres. Et du coup, il y a un moment de débat, etc. Et du coup, la justice, c'est pareil. La justice, il y a des lois qui sont consultées, qui sont codifiées par des juristes, codifiées dans des assises, qui sont un peu plus tardives hein, de la période, mais qui devaient en exister à l'époque, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Puis après, les seigneurs, ils se réunissent en conseil, ils écoutent les témoins. Hein, à l'époque, on n'a pas de justice de preuve encore, hein. La notion de preuve, c'est quelque chose qui va apparaître après, avec la justice inquisitoriale, donc avec l'Inquisition. Donc la justice, elle est basée uniquement sur des témoignages. C'est la seule preuve qui est valide devant un tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire la preuve? Ça veut dire que par exemple, en cas de procès pour meurtre, ça sert à rien de venir avec un couteau en disant j'ai retrouvé ce couteau sous le lit de telle personne et c'est le même couteau qui a servi à poignarder. Voilà, toutes ces notions qui pour nous sont évidentes, parce que c'est comme ça que fonctionne notre justice, ça n'existe pas encore à l'époque. Donc la seule chose, c'est le témoignage. Donc les seigneurs, ils vont entendre les témoins, ils vont procéder à des interrogatoires, à des contre-interrogatoires. C'est long. La justice seigneuriale, c'est hyper long. C'est tellement long qu'une grande partie des chartes qu'on a, c'est des plaintes pour accélérer la justice de moines qui disent mais sérieux, c'est pas possible. Ça fait 3 ans qu'on a demandé la restitution de notre verger et pour l'instant, on n'a toujours pas été entendu. Et puis le prince répond en disant ouais, ouais, c'est bon, je m'en occupe. Promis, c'est une priorité là. En mars prochain, on se voit et on en parle. Et puis 6 mois après, on a une lettre des chanoines qui disent bon, en mars, on s'est vu et depuis, ça a toujours pas été décidé. Donc voilà, c'est très long.
il y a des interrogatoires, des contre-interrogatoires, et au bout d'un moment, on tranche. Donc la cour de justice, donc en fait, la cour des seigneurs, rend une décision, généralement une décision qui prend la forme d'un compromis de la société féodale. Elle cherche l'équilibre. Hein, le but, c'est de ne privilégier personne, c'est de ne pas déséquilibrer la société. Donc la plupart du temps, on cherche un compromis, on partage le bien disputé. Par exemple, c'est vraiment la manière de rendre la justice. Deux seigneurs qui se battent pour une terre, ben voilà, on va couper la terre en deux. Les deux vont dire qu'ils sont d'accord, ils vont se faire un bisou pour dire qu'ils sont amis, et ça termine le conflit. Voilà, en gros, comment ça marche la justice. Et tout ça donne lieu à la production de documents, parce qu'on est déjà dans une civilisation de l'écrit. Donc on écrit à toutes les étapes de la chaîne, on écrit les débats, on écrit les délibérations, et évidemment on écrit la décision de justice dans une charte qui va être copiée en plusieurs exemplaires et qui servira ensuite de preuve en cas de nouveaux conflits, ce genre de choses. Alors j'ai tout de suite Je la vois une question question de Lao. Attends, dans le cas où les ordres religieux comme celui des hospitaliers avaient des terres qu'ils géraient, est-ce qu'ils dépendaient de seigneurs d'autres villes pour effectuer la justice ou pouvaient-ils le faire par eux-mêmes? Ben, ça dépend à quel titre la terre leur a été donnée. Parce qu'effectivement, les hospitaliers ou les templiers, on leur donne des terres. Et typiquement, prenons un exemple tout à fait banal, voilà, je suis seigneur, je suis, je sais pas, on va dire prince de Tibériade, je donne une terre aux templiers, parce que c'est une manière de faire son salut, donc en fait de gagner des points bonus pour aller au paradis. Puis c'est une manière de renforcer les bonnes relations avec les Templiers. Dans la charte de donation que je leur donne, je peux leur donner les droits de justice sur cette terre. Dans ce cas-là, ils seront maîtres de la justice sur cette terre et ils rendront la justice comme ils veulent à leurs administrés. Ou alors, je peux conserver pour moi les droits de justice. Ou je peux faire moitié-moitié. Souvent, les seigneurs, par exemple, ils se conservent le droit de haute justice, c'est-à-dire toute la justice de sang. C'est-à-dire dès qu'il y a eu effusion de sang, ça bascule du côté du seigneur. Par contre, la basse justice, un vol, par exemple, hein, ça va rester pour celui qui gère la terre. etc. Mais en fait, on fait ce qu'on veut. Parce que vu que je suis seigneur, la terre, elle est à moi, je peux la donner. Sauf, encore une fois, si celui qui me l'a donné avec des conditions. Ce qu'on retrouve, parce qu'en fait, la société féodale, c'est encastré comme ça. Si le roi m'a donné un domaine en disant je te donne ce domaine avec interdiction formelle de transmettre le droit de justice si tu le transmets à quelqu'un d'autre, bah, je peux donner le domaine au Templier, mais je peux pas donner le droit de justice parce que c'est pas moi qui le possède, par exemple. Voilà, c'est pareil pour les droits fiscaux. C'est exactement la même chose. Je peux donner un domaine en disant, voilà, je te donne ce domaine, mais par contre, les taxes sur les pommiers, puisque tu aimes les pommes, les taxes sur les pommiers, ça reste pour moi. Ou la moitié des taxes sur les pommiers, ça reste pour moi. Ou un tiers des taxes, ou rien du tout. Ou alors tu récupères toutes les taxes sur les pommiers, mais les poires, ça reste pour moi. Et en fait, ça, on a vraiment les chartes, c'est à ça que ça sert, quoi. D'accord. Ça sert à fixer ce genre de truc. Euh, Alors, du coup, j'ai pas pu m'en dépêcher parce que tu parles du coup des Templiers et des Hospitaliers. Moi, j'avais travaillé aussi un peu en prépa sur l'ordre teutonique, donc qui lui, par contre, agit principalement après en Baltique, etc. Mais de ce que j'avais compris, c'est un des derniers à résister avec la prise de Saint-Jean d'Acre en 1291. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus entre justement en fait les relations qu'il y a entre les différents ordres, entre par exemple hospitalier, templier, teutonique, etc. Oui, puis les autres, hein, parce qu'il y a les chevaliers de Saint-Lazare de Jérusalem qui rassemblent des chevaliers lépreux, etc. Les relations entre ces différents ordres, en fait, ça dépend beaucoup des moments, c'est hyper variable la politique de l'Orient latin. 2 siècles, c'est long, tu vois. Donc, mine de rien, c'est comme si tu me disais, tu peux m'en dire plus sur les relations entre voilà, la France et l'Allemagne de Ouais, 1800 à nos jours, bah, ça a pas mal changé ouais, quand même. Donc, il y a des moments où les ordres ils sont très proches. Globalement, ils sont toujours très proches dans les moments de crise du royaume latin, parce que c'est des moments où les latins ils s'unissent pour résister. Et puis il y a des moments où les ordres ils sont très éloignés, voire où ils sont carrément à couteau tiré. D'autant plus qu'en fait ils sont pris dans d'autres types de querelles. Au milieu du XIIIe siècle, par exemple, il y a une longue guerre à Acre, une guerre civile qu'on appelle la guerre de Saint-Sabas qui oppose les Vénitiens et les Génois, qui est logique, parce qu'en fait c'est dans le contexte de la guerre que se livrent Venise et Gênes pour la domination de la Méditerranée. Et dans le cas de cette guerre, bah, du coup, les Templiers et les Hospitaliers, ils sont impliqués dans la guerre, puisque les Templiers, ils soutiennent les Vénitiens, les Hospitaliers, ils soutiennent les Génois. Et donc, en fait, ils se retrouvent également à faire partie de cette guerre civile, et on a des Templiers et des Hospitaliers qui se font la guerre dans les rues, parce qu'ils participent de cette guerre civile, quoi. Voilà. À côté de ça, les ordres plus mineurs, comme les Teutoniques, les Lazarites, l'ordre de Calatrava, par exemple, ils sont un peu en marge de ces conflits, notamment parce qu'ils ne deviennent jamais des puissances territoriales.
Les Hospitaliers et les Templiers, ils récupèrent plusieurs dizaines de châteaux, ils deviennent très riches et très puissants en Orient. Voilà, les Hospitaliers avec le krach des Chevaliers, par exemple, etc. Du coup, ils deviennent vraiment hyper importants, tellement qu'au bout d'un moment, le gros de l'armée du roi de Jérusalem, elle se compose de Templiers ou d'Hospitaliers. C'est jamais le cas avec les Teutoniques ou les Lazarites, donc ils ont moins de place dans les jeux politiques de l'époque, quoi. Ce qui ne les empêche pas d'être des acteurs politiques importants du temps, hein. Le grand maître des Teutoniques, quand il est présent en Orient, il siège à la cour du roi. Typiquement, il siège au conseil de justice, il a voix dans les délibérations du roi, il est nommé dans les chartes. Donc c'est visiblement un personnage important. Il est sûrement moins pris dans les jeux politiques que peuvent l'être les autres. Ok. On passe à cette question. Alors, comment les villes sont gérées? Est-ce qu'il y a des formes de communes comme en France ou sont-elles gérées par des féodaux? Ouais, il n'y a pas de commune. Ça aussi, c'est une des originalités de l'Orient latin dont je parlais tout à l'heure. Hein, au moment où ce phénomène communal se développe en France, là, dans les années 1130-1180, il n'y en a pas en Orient latin. Il y en a eu visiblement des tentatives. Apparemment, à Antioche, notamment, il y a eu une volonté de faire une commune. Et soit ça a jamais marché, soit ça a jamais duré. C'est-à-dire que dès que le pouvoir royal ou princier ou ducal ou comtal a repris l'ascendant, il a supprimé les privilèges de la commune. Parce que la commune, c'est ça, hein, c'est une charte de commune, ce qu'on appelle une charte de franchise, qui donne des droits aux citoyens de la ville, notamment des droits fiscaux, mais aussi des droits politiques, etc. Et ça, en Orient, soit ils l'ont jamais concédé, soit ils l'ont jamais laissé. En fait. D'accord. Donc là aussi, c'est l'une des originalités institutionnelles. Donc les villes, elles sont gérées par le seigneur du domaine, soit qui vit, voilà, Tibériade, c'est la capitale c'est la capitale de la principauté de Tibériade, donc c'est là que vit le prince de Tibériade quand il est chez lui. Soit c'est géré par un administrateur, hein, qui nomme le roi de Jérusalem, par exemple, il nomme des vicomtes pour exercer l'autorité en son nom dans les villes. Donc on a le vicomte d'Acre, le vicomte de Jaffa, le vicomte d'Ascalon, etc., qui gèrent, voilà, qui font respecter les droits du roi dans la ville. Ok. Ville qui, dans le même temps, appartient à un fief. Encore une fois, on est d'accord que le royaume, il est partagé entre des féodaux, mais ça n'empêche pas qu'on a évidemment une administration royale qui redouble l'administration du seigneur local, parce que c'est pas la même chose. Moi, j'ai posé une dernière petite question avant qu'on passe à la suite, justement en attendant qu'il y ait des gens. Si vous avez des questions, posez-les maintenant à ce sujet-là, puisqu'on va passer après à actuel Moyen Âge. Euh, du coup, ma question, que j'ai maintenant désormais oubliée, bien sûr. Ah si, si, ça y est, j'allais. Euh, sur le principe de la chaîne, on a, comment dire, en fait, on essaie de montrer que l'histoire est une bonne source d'inspiration pour tout ce qui est univers de création et pour transmettre un savoir. Et qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller inventer des choses énormes, en fait, on a juste à prendre, enfin, à creuser dans l'histoire pour trouver des exemples et s'en inspirer. Et donc avec Catherine, on avait parlé d'une histoire d'assassinat dans entre un primeur, etc., avec la maîtresse qui s'était barrée avec tout l'argent, etc. Je me demandais si toi, tu avais une histoire, une petite histoire qui pourrait en fait être le sujet d'un roman ou d'un film qui te vienne à l'esprit là. Là, tu me prends par surprise. Euh, J'avoue. la différence, c'est que Catherine, elle a ce genre de source, parce qu'elle a ces milliers de chartes du Mhm. quotidien qui évoquent la vie réelle des vrais gens. Moi, j'en ai pas, hein, pour l'Orient latin, D'accord. j'ai pas de charte sur les bourgeois, Mhm. donc j'ai pas de charte de Ok. procès sur des histoires de divorce, d'adultère, de ce genre de trucs et tout que Catherine a. Donc moi, toutes mes histoires, ce seraient des histoires de nobles. Après, ouais, il y en a quand même. Il y en a une super d'un chevalier qui s'appelle Jean Gale. En anglais, c'est John Gale. C'est un chevalier je crois, je suis quasiment sûr que c'est du comté de Tripoli. Donc c'est un petit chevalier mineur. Un jour, il rentre de chasse et il surprend sa femme au lit avec son seigneur. Visiblement, il est très mécontent, donc il tue les deux. Donc autant tuer sa femme, c'est pas grave, hein, il a le droit explicite de le faire dans le droit de l'époque pour le mari trompé, il a même le devoir de le faire. Par contre, évidemment, tuer son seigneur, c'est pas possible. Ça, c'est évidemment très très interdit, donc il est banni du royaume, enfin il est condamné à mort par contumace, donc il s'enfuit, et il passe au service d'un seigneur musulman, ce que les seigneurs latins font tout le temps, hein. Dès qu'ils sont en brouille avec leur seigneur, hop, pendant 2 3 ans, ils passent se mettre au service de l'émir du coin, en franchissant la frontière. Et donc là, en l'occurrence, il passe au service de Saladin, qui l'emploie comme maître d'armes de son neveu, un Taqi ad-Din. Donc il enseigne les armes à Taqi ad-Din,
Et puis après une dizaine d'années, il revient en Occident. Et du coup, il joue un rôle important au moment de la bataille de Hattin en 1187, hein, donc la bataille du royaume de Jérusalem, puisqu'on sait que le roi Guy Lusignan le fait explicitement appeler pour avoir des conseils sur la manière dont se battent les Turcs, parce qu'il a passé 10 ans au pays des Turcs, et donc il sait comment se battent les Turcs. Et selon une des chroniques, il conseille à Guy de ne pas tomber dans le piège de Saladin. Évidemment, Guy refuse de l'écouter, notamment parce qu'un des seigneurs lui dit ah mais on peut pas avoir confiance en lui, il a passé 10 ans chez les Turcs, ça se trouve c'est un espion, etc. Donc on peut pas l'écouter. Et donc selon une des chroniques, c'est pour ça que les Francs perdent la bataille. C'est une jolie histoire là, je pense que si Ouais, vous c'est voulez pas un mal. roman, un épisode de série, on a un seigneur, on a un mari trompé, on a 10 ans dans un autre pays, ça marcherait pas mal. On est Et alors preneur. la réponse, est-ce que la femme avait le droit de tuer un mari trompeur? Non, bien sûr que non. La notion même de tromperie pour le mari, elle n'existe pas. C'est la femme qui doit maintenir l'honneur du lignage, parce que l'important c'est que les enfants soient bien les enfants du mari. C'est ça qui est important en fait, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a le droit de tuer une femme qui nous trompe, alors que évidemment dans l'autre sens, la notion elle n'existe pas. Là pour le coup, les normes sexuelles, elles sont totalement genrées à l'époque, quoi. Ok. Bon, bah dans ce cas, je propose qu'on passe à la deuxième partie, puisqu'il nous reste 25 minutes. Alors, euh, touc, touc, touc. Donc, passons ici. Donc nous voilà sur la page d'accueil de la revue Actuel Moyen Âge. Tu en as dit un petit mot tout à l'heure durant la présentation rapide. Bah, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur Actuel Oui, bien Moyen sûr. Âge? Alors, Actuel Moyen Âge, c'est un blog de diffusion de la recherche en histoire médiévale. Donc le support essentiel, c'est le blog, là que tu montres, hein, c'est un carnet WordPress Mhm. sur lequel on publie un article par semaine, tous les jeudis, donc on est jeudi, depuis 6 ans, donc depuis janvier 2016, depuis qu'on a créé le blog. Mais à côté de ça, en fait, Actuel Moyen Âge, c'est une entreprise transmédiatique de diffusion de la recherche, puisque Actuel Moyen Âge, ça a aussi donné lieu à plusieurs podcasts, donc avec une chaîne de podcast qui s'appelle Passion médiéviste, qui est indépendante, mais avec qui on a beaucoup travaillé. Il y a plus d'une vingtaine d'articles qui ont été adaptés en vidéo YouTube par un YouTuber, un Laurent Turcot, sur sa chaîne qui s'appelle L'Histoire nous le dira. On a écrit 2 livres issus du blog, hein, avec des articles indépendants, et on fait des conférences, des séminaires, etc. Donc en fait, il y a pas, le blog, c'est le cœur du projet, mais le projet, il rayonne sur plusieurs formats. C'est un blog tenu collectivement par plusieurs jeunes chercheurs. Bon, je pense que c'est les dernières années où j'ai le droit de dire jeunes chercheurs, parce qu'à mesure que le temps passe, il s'avère qu'on est de moins en moins des jeunes chercheurs. Quand on a fondé le blog, on était toutes doctorantes. Maintenant, il se trouve que voilà, on est plusieurs à avoir soutenu depuis quelques années pour nous, mais pour l'instant, on dit encore jeunes chercheurs. C'est une équipe assez flexible en fait. Voilà, les gens viennent, restent quelques mois ou quelques années, et puis partent quand ils ont d'autres choses à faire ou quand ils ont plus le temps parce qu'ils ont un poste, un autre travail ou un bébé ou ce genre de choses, quoi. Donc pour l'instant, l'équipe s'est renouvelée avec des nouveaux doctorants et doctorantes qui sont venus petit à petit dans le blog. Et D'accord. donc l'idée, quand on a créé ce blog en 2016, donc co-créé avec Catherine et puis avec 2 autres doctorantes, Pauline Guéna et Annabelle Marin, c'était de parler d'histoire médiévale, essayer de diffuser un peu l'actualité de la recherche, de casser aussi les clichés sur le Moyen Âge. Ça, c'était vraiment une de nos idées de base. Tu sais à quel point le Moyen Âge, il nourrit des clichés. Période sale, période violente, on brûlait les sorcières, on mourait à 25 ans, les armures pesaient 20 kilos, etc., etc. Donc l'idée, en fait, c'était aussi de montrer l'actualité du Moyen Âge, c'est-à-dire de montrer un peu sa surprenante modernité, quoi. De montrer que il y a plein de questions qu'on verrait comme très contemporaines que le Moyen Âge se posait déjà. La question des changements climatiques, la question du chômage, la question de la pauvreté urbaine, la question de la pollution industrielle, etc., etc. C'est des questions que le Moyen Âge se posait déjà. Il y a des pratiques qu'on verrait comme très contemporaines qui existaient déjà, les régimes, l'avortement, l'épilation, etc., etc. Bon, je vais pas faire les centaines d'articles qu'on a pu publier, mais l'idée c'était ça. Et le twist qu'on avait, en fait, l'espèce de stratagème narratif qu'on avait, d'où le nom du blog, c'était de partir de l'actualité pour parler du Moyen Âge. Enfin, voilà, typiquement, là, on voit sur la homepage, hein, le troisième article, la Russie, Swift et l'interdit. Ça part donc de la guerre actuelle en Ukraine, d'une des sanctions qui a été prise, donc de fait, hein, de débrancher la Russie du réseau interbancaire SWIFT, qui permet des échanges plus rapides entre les banques. Et donc ça, en fait, c'est l'accroche. Ça permet de nourrir un peu l'intérêt. Et ensuite, l'article, il porte sur une sanction utilisée au Moyen Âge, à savoir l'interdit.
C'est-à-dire le fait pour le pape de mettre un royaume hors de l'Église chrétienne, d'interdire qu'il soit célébré des rites pour punir un royaume dont le roi ferait n'importe quoi, quoi. Généralement, c'est quand le roi se marie pas comme veut le pape ou nomme un évêque que ne veut pas le pape, boum, on a un interdit, quoi. Voilà, donc là, en l'occurrence, tu vois, c'est typique de notre démarche. On parle pas de l'actualité, puisqu'on n'est pas éditorialiste, hein, donc on prétend pas parler de l'actualité, mais on se sert de l'actualité un peu comme d'un espèce de tremplin qui permet ensuite de sauter vers le Moyen-Âge en nouant l'intérêt des gens, en disant ah tiens, telle pratique vous connaissiez pas, telle source vous connaissiez pas, tel seigneur vous en avez jamais entendu parler, et c'est intéressant. Et voilà, les gens du Moyen-Âge, ils sont évidemment obsédés par la religion, parce qu'évidemment ils pensent qu'à ça, c'est logique, mais de toute façon ils sont pas obsédés longtemps, parce qu'ils meurent à 25 ans, donc ils n'ont pas longtemps pour être obsédés par quoi que ce soit, les pauvres. Naturellement. Euh, Justement, alors moi je vais briser aussi quelques clichés demain lors de mon exposé sur les Hussites. Cela dit, je ne suis pas sûr que les Hussites aient inventé ça, mais notamment lors du concile de Bâle, donc dans les années 1430, ils demandent l'abolition de la peine de mort. Donc je ne sais pas si c'était le cas avant, si ça avait déjà été fait, mais il y a ce genre d'actualité. Demander la pollution, je suis pas sûr, effectivement, c'est original. Par contre, ce qui est vrai, c'est que en fait, la peine de mort, elle est très peu utilisée au Mm. Moyen Âge. Oui, Enfin, c'est un des bouquins récents de Claude Govard. En fait, elle est très encadrée, etc. En fait, on condamne très peu à mort. On tue peu de gens, on tue de peu de manières différentes, contrairement à tout l'imaginaire qu'on a qui remobilise l'imaginaire de la torture, etc. En fait, les supplices en place publique, c'est un truc de l'époque moderne. C'est pas pour rien que Foucault il commence son bouquin sur surveiller, punir par un récit de supplice. Ça, c'est pas du tout un truc du Moyen Âge. Au Moyen Âge, quand on met à mort, on pend ou on décapite, voilà, vite. C'est pas forcément très public et surtout c'est peu utilisé. Par contre, un groupe collectivement constitué qui réclame explicitement mm, l'abolition de la peine de mort, moi je connais pas d'autres. Moi j'ai toujours lu également que c'était une des originalités des Hussites, quoi. ok. Après, il faudrait voir dans d'autres mouvements hétérodoxes, mais Oui, on a tellement peu de documentation, tu vois, sur les Vaudois, oui, sur les Albigeois, et la documentation, elle est tellement biaisée, parce que l'originalité des Hussites, c'est aussi que pour la première fois, on a leur source à eux, quoi. oui, 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 oui. Oui, et On puis n'a pas de c'est... chronique. Bon, en Vu plus, qu'ils ont gagné, ils sont tellement divisés entre eux qu'en fait, ils se crachent dessus à oui, l'intérieur, bien sûr, bien sûr. donc Oui, c'est... parce il y a les Adamites, etc. Tout ça, mais bon, vu qu'ils finissent Ouais, par gagner, on a gardé leurs sources, alors que les Vaudois et les Albigeois, on n'a pas de ouais, chroniqueurs vaudois ou de chroniqueurs albigeois, donc on a que des sources catholiques. ouais. Donc pour ce qui est de leurs croyances et de leurs revendications, je pense qu'on n'a clairement pas accès à tout ce qu'ils voulaient, tout ce qu'ils pensaient. Euh, oui, de toute façon, en fait, j'ai pour habitude de dire que les exposés que je fais en séminaire, je les refais sur la chaîne parce que en fait, c'est 25 minutes, je te le disais, et moi, j'ai envie de parler 2 heures de ça. Et les lives, c'est l'occasion de le faire. Donc, on n'a toujours pas fait nos lives sur la figure littéraire de Pentésilée, mais on les fera bientôt. Et, euh, et donc, pareil, évidemment, je vous ferai les lives sur les Hussites parce que c'est génial. Vous allez voir, c'est mortel. Or Qu'elle le donc, dit. je lis un peu les petits commentaires. Ça, c'est la période moderne. Plutôt, oui, saleté, brûler sorcière, exactement. Alors là, Anishka qui nous balance les... Même si c'est vrai que les gens du Moyen-Âge, ils sont obsédés par la religion et que si c'est pas la religion, les troubadours chantent que des chansons d'amour. Oui, j'ai vu passer. Euh, oui, du coup, je suppose que le but aussi de Actuel Moyen Âge, c'était de transmettre à un public moins instruit des informations qui, normalement, selon certains politiciens, sont réservées uniquement à l'élite intellectuelle universitaire. Euh, Moins instruit, oui, sûrement. Après, oui, le but c'était de parler à du grand public, ça c'est sûr. C'était de faire de la diffusion de recherche, de la diffusion du savoir, vraiment. C'est pour ça, depuis quelques années maintenant, on fait, tu vois, ce format-là qu'on a en une là aujourd'hui. On fait des entretiens avec des chercheurs et avec des chercheuses, voilà, sur des livres récents. Alors, en l'occurrence, c'est sur la série Faire l'histoire, une série d'Arte sur des objets, etc. Donc, nous, on reprend en format écrit. Donc, ça permet aussi de mettre en avant le travail de chercheurs et de chercheuses. Voilà. Récemment, on a fait un entretien sur le livre de Pierre Prétout sur les pirates au Moyen Oui. Âge, ce genre de choses. C'est des sujets qui sont intéressants, c'est des sujets qui sont pas forcément très connus. Et après, oui, bien sûr, le but c'est de transmettre des connaissances.
Et encore une fois, de montrer que le Moyen-Âge, il est surprenant en fait, quoi. Le Moyen-Âge, c'est pas juste des chevaliers qui se tapent dessus et puis des paysans qui crèvent de faim, quoi. Le Moyen-Âge, c'est aussi un Moyen-Âge de marchands, c'est un Moyen-Âge d'intellectuels, c'est un Moyen-Âge de pèlerins, c'est un Moyen-Âge de femmes. C'est un Moyen-Âge où sur 1000 ans, il y a des réflexions hyper complexes sur la plupart des sujets, y compris, voilà, encore une fois, sur les sujets que nous, on voit comme très contemporains. Mais en fait, dès qu'on cherche dans les sources médiévales, on va trouver des réflexions sur le végétarianisme, sur l'égalité homme-femme, sur l'homosexualité, etc., qui sont des questionnements qui existaient déjà à l'époque. Alors, évidemment, pas avec les mêmes termes, pas avec les mêmes enjeux. Évidemment, les réponses apportées à ces questionnements étaient très différents. Donc ça, c'est important, c'est qu'on ne peut pas aller chercher dans l'histoire des réponses à nos questions à nous, mais c'est juste intéressant de savoir voilà, qu'au XIIIe siècle, les rois de France s'inquiètent de la surpêche parce qu'il n'y a plus de poissons dans les rivières et se demandent comment il faut faire pour éviter l'extinction des poissons. Bah, c'est intéressant, juste de se dire ça, d'ouvrir cette fenêtre en disant ah c'est fou, c'est pas un truc qui est apparu d'un coup en 2008 en disant ah mon dieu au secours on Ouais. n'aura plus de poissons dans 20 ans. Bah, il y a eu d'autres moments dans l'histoire où il y avait des crises écologiques assez graves. Bon, au passage, ils l'ont résolu avec la peste, hein, donc il faut espérer qu'on trouve d'autres solutions. Leur seule solution, ça a été de buter 50% de la population du continent. Donc il faut quand même vraiment espérer qu'on n'en vienne pas là. Mais bon, ça, c'est l'avenir qui nous le dira, quoi. Et après, ouais, bien sûr, le but, c'est de transmettre des connaissances, de parler de ce que nous, on sait, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit au fil de nos recherches ou de nos cours. Euh, parce que c'est passionnant, quoi. Ouais, tout compte fait, c'était des êtres humains comme nous, mais en fait, c'est hyper important de transmettre ça. Parce que c'est quand même l'un des gros défauts de l'histoire en général, c'est que dès qu'on travaille sur des périodes historiques, on a l'impression que c'est pas des humains, quoi. Alors qu'en fait, voilà, les gens du Moyen-Âge, bah, c'était des gens, quoi. Moi, c'est toujours ce que je dis à mes élèves ou en conférence, etc. C'était des gens qui étaient inquiets de la même chose que nous, quoi, qui étaient inquiets de leurs enfants trouvent pas de travail, ma copine m'a pas répondu, etc. Et même quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est caricatural, mais c'est vraiment vrai, quoi. Et on a vraiment des sources de ce type-là qui montrent qu'ils avaient des préoccupations qui étaient très proches des nôtres, quoi. Bon, à côté de ça, ils avaient aussi des préoccupations qui étaient totalement éloignées des nôtres, parce que c'est ça qui est beau avec l'histoire, c'est aussi de faire sentir le décalage, l'évolution, le fait que c'était une époque qui avait rien à voir avec la nôtre, quoi. Je trouve qu'il faut essayer de tenir tout le temps un peu les deux, quoi. De tenir un peu cette fascinante étrangeté et en même temps cette grande proximité. Ouais, ouais, absolument. Et là, je vois l'article de Mariupol au siège médiévaux. Ça me rappelle que, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art qu'on appelle celui de la polyercétique, si j'ai bien Polyurcétique. polyercétique, voilà. Euh, On retrouve bien sûr le grec polis, la cité, et donc c'est littéralement l'art de prendre une cité. voilà. Et donc ça me rappelle qu'on fera justement, je pense, la semaine prochaine, jeudi prochain, un point là-dessus, puisque en fait, pour tout vous dire, euh, donc lundi qui vient, en fait le lundi, nous on fait des live gaming et on analyse un peu les jeux à travers voilà, le matériel historique, etc., etc., et les références littéraires, du médiévalisme, etc. Et ce lundi prochain, on va faire, bon du coup là c'est un petit spoil, mais c'est pas grave, on va assiéger une ville ou une forteresse sur Dragon Age. Et donc ce sera l'occasion justement jeudi prochain de parler de l'art de la polyurcétique, du coup de parler de cet article et de actuel Moyen Âge, et justement aussi de parler de comment on s'en sert lorsqu'on écrit un livre, notamment, enfin après, je dis pas que je suis le maître de la chose, mais c'est vrai que quand j'ai écrit mon livre, qui n'est pas encore publié malheureusement, je me suis inspiré d'un récit qui s'appelle le Jouvencel. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. 15e siècle pendant la guerre de Oui, bien Cent Ans. sûr. Oui, bien sûr, c'est une des grosses sources de la guerre de 100 ans. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de manières de comment mettre un siège, comment prendre une ville, comment mener une armée, comment déplacer son armée, etc. Une source très intéressante dont on parlera évidemment jeudi prochain. Voilà. Du coup, dans le chat, ils ont fait plein de blagues, évidemment, ils peuvent pas s'en empêcher. Est-ce que vous avez des questions puisque nous arrivons à la fin de ce live? Euh, est-ce que toi, du coup je ferme cette petite fenêtre,
Est-ce que toi, tu as envie de revenir sur quelque chose? Parce que je sais que parfois c'est un peu frustrant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais dire? Je sais pas, dans ta thèse, un truc dont on n'a pas parlé que tu voudrais dire, ou sur la façon de travailler l'histoire. Non, je crois qu'on a pas mal parlé on a pas mal parlé d'un peu tout quand même déjà. Donc, Ok, non, il y a rien où je me dirais zut, il fallait absolument que je parle de ça. ok. Je Après, crois. s'il y a des questions, j'y réponds avec plaisir. Alors attends, moi j'ai une question qui m'avait été posée par Blau. Alors je sais pas si elle est encore là, je pense. Même si c'est hors de ton. En vrai, Blau, si tu l'as, la question, la pose là parce qu'il faut que je la retrouve. Mais comme toi, tu as arrêté ta thèse en 1229, sa question c'était sur 1270. Donc je sais que c'est un peu tardif, mais peut-être que tu as la réponse. Euh, alors, il faut que je la trouve. Hop. Je veux bien essayer de trouver la réponse, mais avec la question, c'est plus simple. Euh, voilà. De quelle façon ont été traités les chrétiens de la plaine de la Bloquée lorsque les territoires sont revenus entre les mains des Mamelouks aux alentours des Mhm. années 1270? Ouais, c'est la plaine de la Bokeh, mais De la Bloquée. elle corrige dans le chat. Ouais, donc Ah oui. c'est l'une de ces grandes plaines partagées, en gros, qui s'étendent entre Antioche, Homs, Damas et Tripoli. Il y a un passage de montagne où est le krach des chevaliers, hein, qui verrouille l'un des cols. Et puis après, de l'autre côté, il y a des grandes plaines fertiles. En fait, on est en plein cœur, hein, de l'ancien croissant fertile, voilà, de la Mésopotamie, etc. Donc c'est l'un des poumons agricoles de la région. Et c'est des terres qui sont partagées selon des régimes de copropriété hyper complexes et hyper intéressants entre les seigneurs latins et les seigneurs musulmans. En fait, en gros, au bout de 10 ans de conflit, ils se rendent tous compte que soit ils continuent la guerre et qu'ils vont ravager les territoires, et du coup ils vont être très embêtés quand il va falloir manger, soit il faut absolument qu'ils arrêtent de piller et de brûler ces champs, et du coup ils mettent en place des systèmes de partage des impôts, etc. Donc du coup, comment est-ce qu'ils ont traité les chrétiens? Bah, exactement comme les chrétiens traitent les musulmans quand ils reprennent des territoires, c'est-à-dire sans toucher aux paysans. Alors évidemment, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des massacres, des pillages, des viols, des incendies, puisque c'est la guerre. Mais globalement, mais là encore, hein, c'est pareil en Occident, hein, globalement, on ne touche pas aux champs, parce que c'est la richesse agricole en fait. Donc, et la richesse, c'est la terre à l'époque. C'est le cœur de la richesse, c'est de là que ça vient. On est à peine au début du décollage d'une économie marchande, bancarisée, etc. On en est vraiment aux prémices. Donc la richesse, c'est la terre. Les seigneurs, c'est avant tout des propriétaires fonciers. C'est-à-dire que c'est des exploitants fonciers. Ils sont très conscients que leur richesse, elle vient des récoltes de leurs paysans. Donc les seigneurs, ils sont pas débiles. Donc quand ils font la guerre, ils brûlent pas les champs. Donc là, en l'occurrence, quand les musulmans ils ont repris la plaine de la Bokeh, mais ils ont littéralement rien changé. De même que quand les chrétiens avaient pris des terres musulmanes, ils n'avaient rien changé à la fiscalité ou à la façon dont les populations étaient traitées. Le seul changement, c'est qu'à partir de cette reconquête, il y a une pression accrue à la conversion des populations vers l'islam. En fait, hein, il ne faut pas oublier qu'au moment où les croisés débarquent en Orient, la majorité de la population, c'est des chrétiens d'Orient. Et l'écrasante majorité, en fait, hein, 70% sûrement de la population de l'Orient à l'époque, c'est des chrétiens. La bascule, elle se fait au XIIIe siècle, au moment des conquêtes mongoles, où là, pour le coup, il va y avoir une pression accrue exercée par les autorités musulmanes à la conversion. Une pression qui va passer notamment par une pression fiscale. Voilà, les non-musulmans, les dhimmis, payent des taxes en plus. Et donc petit à petit, on monte ces taxes pour encourager les gens à s'islamiser. Et ça, c'est en partie une réponse aux croisades, une partie une réponse aux invasions mongoles, etc. Enfin, c'est un phénomène complexe, mais qui fait qu'au début du XIVe siècle, la grosse majorité de la population elle est devenue musulmane, alors que jusqu'à là, c'était des chrétiens. Mhm. C'est le seul changement. Et après, j'ai vu passer une question, mais je ne l'ai pas lu en Ouais, entier. je vais te la Je l'ai vu lire. en tant que médiéviste. En tant donc que prof et historien, quelles astuces donnerais-tu à un reconstituteur pour intéresser le public sur un campement pendant une fête médiévale? Casser les clichés, mais je suis sûr que vous le faites déjà, parce que maintenant, tous les reconstituteurs et reconstitutrices, ils font ça, parce que c'est quand même la façon la plus intelligente d'aborder. Il faut partir de ce que les gens, ils ont en tête. Et voilà, ce que les gens, ils ont en tête, c'est ça. C'est le Moyen-Âge, c'était sale, c'était violent, c'était vraiment une affreuse, affreuse période. Et je pense qu'il faut partir de ça, quoi. Après, tout dépend de votre spécificité de travail de reconstituteur. Moi, j'avais travaillé avec une troupe de reconstitution qui s'appelle la Guilde de Pérouge, qui travaille exclusivement sur la vie quotidienne.
Du coup, eux, sur les salons, ils représentaient voilà, des gens en train de se raser ou des gens en train de s'épiler la moustache ou de fabriquer du savon, etc. Et du coup, tu vois, ça a appelé les visiteurs qui disaient mais on comprend pas, vous êtes une troupe du Moyen Âge, ils sont où les chevaliers? Il est où le prêtre en train de faire une enluminure? Et après, ça permettait tout de suite de répondre en disant mais non, en fait, l'essentiel de la population, c'est des gens comme nous, c'est des paysans, et on mène notre vie. Et donc je pense que c'est ça la manière la plus simple et la plus intelligente, c'est vraiment de partir d'un cliché. Ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur les techniques de combat, ça peut être sur l'espérance de vie. Tout à l'heure, tu parlais de la musique. Bah voilà, effectivement, les troubadours qui chantent l'amour courtois. Oui, bah il n'y a pas que ça, hein. J'ai vu quelqu'un qui disait les fabliaux. Bah ouais, clairement, ouais, rappeler la charge pornographique de certains fabliaux, la charge politiquement subversive de certains fabliaux. Ça peut être une manière originale d'attirer l'attention des gens et qu'ils repartent avec une image différente du Moyen Âge de ce qu'ils avaient en arrivant sur le camp, quoi. Euh, Moi j'avais la question, c'est vrai que tu en as parlé rapidement au cours du live, mais donc voilà, donc maintenant on a fait un débrief un peu, enfin un débrief global de ta thèse. Est-ce que bah, s'il y a des gens que ça intéresse, est-ce que tu aurais des lectures à recommander? Oui, oui, bah, s'il y a des gens qui s'intéressent vraiment, ma thèse, elle est en ligne, hein, Ah, elle est elle est en sûre. open access sur thèse en ligne. D'accord. Voilà, donc on peut la trouver facilement avec une recherche Google. Donc s'il y a des gens qui veulent lire toute la thèse, c'est en ligne. Et puis après, j'ai pas mal d'articles sur la société seigneuriale de l'Orient latin qui traînent à droite à gauche, etc. J'en ai un que j'aime bien, si tu veux que je te le partage dans le chat. Oui, bien sûr. Je peux te donner le lien. Attends, je le retrouve. Un qui est intéressant parce que c'est sur vraiment un petit noble de l'Orient latin qui est pas connu, qui s'appelle Roar de Jérusalem et qui a une très belle carrière politique. Et en fait, on dirait un peu un espèce de Littlefinger, quoi. Pendant 20 ans, il passe d'un camp à l'autre, il passe d'un roi à une reine, il trahit à peu près tout le monde, il s'en sort toujours. Et en plus, il arrive à gagner de l'argent, il a gagné des postes et à placer ses enfants, alors qu'on comprend pas comment, parce que vraiment, il se fait détester par tout le monde. À chaque fois, tout le monde veut le buter, et puis il s'en sort pas mal. Donc c'était un parcours qui était intéressant à analyser. Je te mets le lien dans le chat. Ouais, super. Je vais le chercher. Voilà, bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais après, effectivement, il y a pas mal de mes Euh, articles qui sont. Pas mal de mes articles à droite, à gauche, si c'est des choses qui vous intéressent. ouais, attends. J'irai le chercher après parce qu'en fait, je suis en. Oui, il faut que tu te déconnectes, toi. Ouais, je viens peut-être de faire une petite bêtise. Ah non, c'est bon, ça fonctionne? Non, ça fonctionne plus. C'est bon, ça va revenir. Peut-être. Ah, c'était une mauvaise idée de ma part, désolé. Non, non, c'est moi. Du coup, euh, juste que je repasse. Hop. Bon, tu ne bouges plus, mais on t'entend encore. Très bien, je suis encore là. Oui, c'est vrai, effectivement, je vois que je ne bouge plus. Ouais, j'ai L'image fait s'est ça. figée. Je le mettrai de toute façon dans le chat une fois qu'on aura bouclé la chose et puis je la mettrai donc à chaque fois je rediffuse aussi je mets la rediffusion sur YouTube donc on mettra tous les liens bien sûr Voilà, hésite là-dedans. pas à le mettre à ce moment-là, bien sûr. Bien sûr on le fera. Bon, Super. bah il est 20h57. Du coup Parfait. Bah, si on a fait le tour. Merci beaucoup encore pour bah, l'invitation et merci pour à les toi. questions. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions. Et bon courage dans à la fois vos mémoires respectifs et vos camps de reconstituteurs. Merci et merci à toi. Du coup ce que je te propose c'est que bah du coup comme au début, bah, te remute et moi je mets la musique de fin et puis on en parle une fois que c'est fini. Ok, ça marche. Super. Merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Bon, et bah tout le monde, j'espère que ça vous a bien plu parce que c'était trop chouette, hein. On en a beaucoup appris. Je pense que je vais revisualiser ce live en prenant des notes sur tout ce qui a été dit parce que il y a plein de choses à apprendre qui sont géniales. Voilà, voilà. Bon, alors, du coup, les annonces de fin de live comme d'habitude. N'oubliez pas que à 21h30, on retrouve la geste oubliée qui est là dans le chat. Attendez, à 21h30, voilà, en live, nous allons découvrir le nouvel animal du bestiaire euh, fantasy, si j'ai bien compris. Ensuite, lundi prochain, on continue Dragon Age. Jeudi, on parle de la polyarchétique. Et puis voilà. Et puis après, on verra.
Du coup, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous dis à tout à l'heure, ou à demain, ou à lundi, au plus tard. Donc, ciao, et surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.